Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des clauses d'exclusivité puisque la Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 mars 2021, un arrêt de principe puisqu'il est publié sur son site internet, dans lequel elle nous rappelle, ou en tout cas elle nous précise le régime juridique de ces clauses d'exclusivité et la sanction en fait qui s'attache à une clause d'exclusivité qui serait illicite. Alors, la solution de la Cour de cassation est somme toute assez courte. Dans un premier temps, donc, la Cour de cassation nous rappelle euh, à quelle liberté fondamentale la clause d'exclusivité porte atteinte, et bien évidemment, donc c'est vu que le salarié s'interdit toute activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, et bien évidemment, ça porte atteinte au principe fondamental, à la liberté de l'exercice d'une activité professionnelle. Donc ça, c'est la liberté fondamentale qui est en jeu. Et bien évidemment, vous l'avez compris à travers toutes les vidéos que j'ai faites sur les libertés fondamentales, dès lors qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale, il faut, nous dit la Cour de cassation, que cette atteinte soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et en plus qu'elle soit justifiée par la tâche de la nature à accomplir, et enfin proportionnée au but recherché. Alors ça, cette solution en elle-même n'est pas nouvelle, au sens où j'ai fait une petite recherche de jurisprudence rapide. Je pourrais vous donner toutes les références aussi, vous les retrouverez soit sous cette vidéo, soit je peux vous partager ce document-là. Et en fait, quand vous faites une recherche de jurisprudence, en fait, vous retrouvez cette solution. Elle avait déjà été, on la voit apparaître, vous voyez, littéralement dans un arrêt du 22 septembre 2016. On la retrouve surtout, en fait, dans toute une série d'arrêts qui étaient dans les années 2000. Vous voyez, à partir de cet arrêt du 11 juillet 2000, qui est un arrêt publié au bulletin, jusqu'à un autre arrêt publié de 2005, vous retrouvez exactement la même chose. Et en fait, le contentieux s'était noué au départ à propos des VRP. Donc vous voyez, vraiment, c'est là exactement le même raisonnement qui est tenu par la Cour de cassation et que la Cour de cassation nous rappelle ici dans un arrêt publié, ce qu'elle n'avait pas fait depuis un certain temps. Donc ça, c'est le premier rapport de l'arrêt que vous voyez apparaître dans ce paragraphe 7. Mais l'autre apport fondamental de l'arrêt, il se trouve dans le paragraphe suivant, qui nous explique en fait quelle est la sanction qui est attachée à une clause d'exclusivité qui serait nulle. Première chose que nous dit la Cour de cassation, dans le cadre, donc là, vous voyez qu'on était avec un salarié à temps partiel. Et c'est vrai que généralement, on va voir, c'est pas systématique, mais généralement, ces clauses d'exclusivité, on les retrouve dans les contrats à temps partiel. C'est-à-dire que l'employeur propose à un salarié de travailler à temps partiel, mais il veut pas que sur le reste de son temps, il aille travailler pour un concurrent. Donc c'est pour ça qu'il y a ces clauses d'exclusivité. Et là, le salarié, en fait, assigne son employeur en justice et il dit « Cette clause, elle a porté atteinte à ma liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle. Par conséquent, comme elle était illicite, je sollicite la requalification de mon contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. » Vous voyez, j'ai travaillé pendant les heures de mon contrat de travail à temps partiel pour cet employeur, mais pendant le reste du temps, je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est, selon le salarié, une raison suffisante pour solliciter cette requalification à temps plein. Et la Cour de cassation rejette cet argument. Elle dit « La nullité d'une clause d'exclusivité n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. » La seule sanction de cette clause illicite, c'est d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice dont le salarié devra prouver l'existence et l'étendue. Donc vous voyez, la Cour de cassation nous précise bien ici que la sanction d'une clause d'exclusivité illicite, ça ne peut être que des dommages et intérêts, sous réserve en plus que le salarié arrive à apporter la preuve d'un préjudice. Et là, en l'occurrence, la fin de l'arrêt, on ira assez vite dessus, la Cour de cassation relève que le salarié avait simplement demandé une requalification, il n'avait pas demandé à titre subsidiaire des dommages et intérêts, par conséquent, il n'a rien obtenu. Alors, vous comprenez la solution de cet arrêt. Ce qui est vraiment, voilà, le véritable apport, c'est sur la sanction de cette clause illicite. Et en fait, cette précision-là, on ne la voyait pas vraiment apparaître dans les arrêts antérieurs. C'est pour ça que j'ai fait une petite recherche de jurisprudence pour voir si c'était vraiment quelque chose qui avait déjà été jugé clairement auparavant.
Et donc, par la même occasion, voyons un peu ce que cette jurisprudence, on va voir, ça va nous permettre de faire un peu le point sur le régime juridique de cette clause d'exclusivité. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la solution que retient la Cour de cassation en matière de clause d'exclusivité, c'est la même. C'est la même que celle qu'elle retient déjà en matière de clause de non-concurrence illicite. Et notamment, bon, là je vous ai donné un des arrêts connus sur l'évaluation du préjudice, mais la Cour de cassation juge de manière constante que quand vous avez une clause de non-concurrence qui est illicite, il y a bien eu une atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle, d'accord, mais cette atteinte, du fait de la clause de non-concurrence illicite, elle ne se résout que par des dommages et intérêts. Donc là, vous voyez en fait que la Cour de cassation, elle aligne le régime de la clause d'exclusivité sur la clause de non-concurrence. Pourquoi ? Parce que c'est deux clauses qui sont assez similaires, parce que justement, vous voyez, dans un cas, c'est pendant l'exécution du travail, dans l'autre cas, c'est après la rupture du contrat de travail, mais dans un cas comme dans l'autre, on va restreindre la liberté d'exercer une activité professionnelle de la part du salarié, et la sanction, elle est la même, c'est que si ces clauses-là sont illicites, eh bien, le salarié qui aura subi un préjudice, qui arrivera à démontrer l'existence de ce préjudice, pourra en obtenir la réparation. Donc voilà, il y a une certaine logique finalement dans les solutions de la Cour de cassation. Juste, voyons maintenant qu'est-ce qui fait qu'en fait une clause d'exclusivité est rédigée correctement. Là, vous avez par exemple un arrêt de 2018 qui nous dit que la clause était rédigée dans le terme qui était généraux et imprécis. Et cette imprécision, vous voyez que elle empêche le juge de vérifier si l'atteinte à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. Donc il faut faire très attention quand on rédige une clause d'exclusivité, qu'elle soit précise, d'accord ? Et elle peut l'être, par exemple, quand elle est formulée de la manière suivante. Vous voyez, on n'interdit pas aux salariés toute activité professionnelle en dehors du contrat de travail à temps partiel, mais par exemple, on lui impose simplement au salarié de demander l'autorisation de son employeur et de vraiment recueillir son accord préalable avant de commencer une activité par ailleurs. D'accord ? Et là, dans ce cas-là, la Cour de cassation a considéré que cette clause, telle qu'elle était formulée, elle était justifiée, donc, en l'occurrence par les fonctions du salarié. Elle était donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et enfin, elle était proportionnée au but recherché. Ce qui est intéressant dans cet arrêt aussi, c'est que vous voyez apparaître là l'idée que la salariée, elle se pourvoit en cassation parce qu'on a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Donc vous voyez bien que là, en fait, la salariée, elle disait bien, cette clause, elle est illicite, elle m'a causé un préjudice, donc je demande des dommages et intérêts. Donc vous voyez que la Cour de cassation, dans l'arrêt qu'on analyse aujourd'hui, nous dit clairement pour la première fois, ça se résout en dommages et intérêts, mais déjà à travers ce moyen, on voit bien que les salariés invoquaient généralement l'octroi de dommages et intérêts. Autre chose qui est intéressante dans cet arrêt, c'est que c'est une clause d'exclusivité qui avait été insérée dans un emploi à temps complet. Donc en fait, les clauses d'exclusivité, on va les retrouver généralement dans le cadre des CDD, mais rien n'interdit d'avoir une clause d'exclusivité dans un contrat de travail à temps complet. D'accord ? Et là, en l'occurrence, justement, la Cour d'appel et la Cour de cassation l'approuvent, considèrent que la preuve du préjudice n'avait pas été démontrée par le salarié. D'accord ? Donc voilà pour la rédaction des clauses, d'accord ? Donc ça, c'est l'exemple classique. Et autre chose qui est intéressante dans cet arrêt, c'est pour ça que je l'avais gardé justement dans cet arrêt de 2016, c'est qu'à la fin de son raisonnement, la Cour de cassation dit bien « c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la clause, elle est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, elle est justifiée par la nature des tâches du salarié et elle est proportionnée au but recherché. » D'accord ? La charge de la preuve, elle pèse toujours sur l'employeur, excusez-moi. Elle pèse sur l'employeur. Pourquoi ? Parce que c'est lui, à travers la rédaction de cette clause dans le contrat de travail, qui va porter une atteinte à une liberté fondamentale. Donc, dans ces cas-là, c'est toujours l'employeur sur qui repose la charge de la preuve. Le salarié, la seule chose qu'il a à faire, c'est de dire « je conteste la validité de cette clause » et l'employeur doit prouver et ensuite le juge doit constater que les conditions sont remplies ou qu'elles ne le sont pas.
Et dernière chose, voilà, à travers cet arrêt du 11 octobre 2011 aussi, comme dans l'arrêt juste au-dessus, on voit bien que c'était l'employeur qui reprochait à une cour de appel de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause d'exclusivité. Donc vous voyez que cette idée que la sanction d'une clause d'exclusivité nulle, c'est des dommages et intérêts, ça transparaît déjà à travers ces arrêts, mais vous voyez pas de manière très nette. On ne peut le déceler qu'en lisant en fait le il est fait grief du moyen de cassation. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les arrêts de principe, les premiers arrêts dans lesquels la Cour de cassation a statué sur les clauses d'exclusivité. Donc voilà, j'espère que vous avez donc maintenant les idées parfaitement claires et limpides sur les clauses d'exclusivité. Et on se retrouve bientôt pour parler, je crois, de licenciement économique. Au revoir.